Donc là, aujourd'hui, je vais reprendre un petit peu sur les 3 dernières conférences, les 2 dernières, mais la semaine dernière, j'ai fait une introduction en résumé qui est pas si mauvais et que même s'il a été enregistré sur un téléphone, sur un ordinateur portable, eh bien, en fait, on va le mettre sur YouTube parce qu'il avance dans ce que je veux expliquer aujourd'hui. Je répète 2 choses, c'est que la première, ça va aboutir à faire un livre parce que quand même, ça fait 3 mois que je travaille. Et donc aujourd'hui, ça va être un petit résumé en début de ce qu'on a pu dire d'autres fois, avec quelques redites, mais pas trop, je vous promets. Ensuite, on va suivre tout le tableau de Mendeleïev dans l'ordre, parce que ça, je vous l'ai promis. Là, vous avez le tableau de Mendeleïev. Mon idée au départ, c'était de travailler sur le corps, l'âme et l'esprit à travers le tableau de Mendeleïev, sachant que dans tous les cas, il y a toujours 3 niveaux de compréhension et que euh, au niveau symbolique, il y a le corps, l'âme et l'esprit, mais que sur le tableau de Mendeleïev, il y a le corps, l'âme et l'esprit, mais que comme nous sommes incarnés et que nous sommes vivants et que nous sommes avec nos 5 sens et de la matière, et la matière, c'est quoi? Ben, c'est les 118 éléments du tableau de Mendeleïev. Donc il faut des fois se raccrocher à une perche quand on veut apprendre à nager et au tableau de Mendeleïev quand on veut apprendre à comprendre. Donc, après, on va faire suivre les triades, parce qu'en fait, c'est que des triades. Vous avez des triades alchimiques, vous avez des triades énergétiques, vous avez des triades spirituelles. Et grâce à vous, j'ai beaucoup avancé parce que je pensais faire une seule fois sur le tableau de Mendeleïev. Mais c'est une mine. C'est quelque chose qui existe et qui nous rattache à ce qu'on est, à la nature et au final, et on va partir sur le quantique, sur le vide. Parce que au départ, il y a du vide, et ça, je l'ai expliqué dans les conférences précédentes, et à la fin, il y a du vide. On avance. Là, vous avez en bas du tableau de Mendeleïev les différents éléments qui permettent la compréhension du tableau. Je vous explique. Sur la gauche, là, vous avez les valences 1, c'est-à-dire qu'il leur manque un électron et ils sont avides d'électrons. La deuxième colonne, les alcalinotéreux, une valence 2. Alors déjà, ils en veulent un peu plus, c'est un peu plus compliqué. Après, sur la troisième colonne, eh ben vous savez, vous avez les terres rares. Pourquoi elles sont rares? Elles ne sont pas rares, il y en a beaucoup dans le corps, dans le ciel, dans la terre et dans les fonds des océans. Mais ces terres rares, elles sont très très utiles pour nos téléphones portables, elles sont très très utiles pour les connectivités qui peuvent se créer, et parce qu'elles ont une valence 3, donc elles sont très 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 avides d'échanger. Et comme nous sommes rentrés dans l'ère du Verseau, l'ère de l'échange, il va bien falloir échanger. C'est pour ça que les terres soi-disant rares, qui ne le sont pas, en quantité, je veux dire, mais qui sont difficiles à extraire parce qu'on est entre 2 et 15% de concentration de terres rares à l'intérieur d'un sédiment qui correspond à ça, avec un mélange d'uranium, de plutonium et de trucs très très graves, et qui fait que même les Chinois, ils commencent à dire qu'ils veulent plus de leurs mines parce que là-bas, ils ont tué tous les Mongols. Enfin, il y a une grosse ville où il y a beaucoup de terres rares et où il y a eu énormément, énormément, énormément de problèmes. Donc, je reprends sur ce tableau qui est peu lisible, j'en conviens, sur les alcalins, les alcalinotéreux, les terres rares, et après vous avez les éléments qui vont être radioactifs, parce que plus vous allez partir du haut du tableau, il y a très peu d'électrons, très peu de neutrons, il y a des forces quantiques qui font que ça fonctionne, et ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que l'hydrogène qui fait partie globalement du cosmos et l'hélium qui est peut-être le matériau le plus commun dans le cosmos, l'hélium a été trouvé en 1910 par des raies spectrales à cause que quand le Vésuve a explosé, on a analysé les raies spectrales du Vésuve et on a découvert qu'il y avait vraiment de l'hélium qui était un élément qu'on savait qu'il existait dans le cosmos, dans l'univers, mais qu'on n'avait pas réussi à identifier chez nous. Après, là, vous avez des choses qui sont légères, mais qui vont se densifier, se densifier, se densifier à mesure que vous allez augmenter, enfin descendre dans les colonnes du tableau de Mendeleïev pour aboutir à des composés de plus en plus lourds et qui, à partir du moment où ils sont trop lourds,
et ben en fait, ils deviennent radioactifs et ils peuvent se désintégrer. Et certains des éléments que vous allez trouver dans le tableau de Mendeleïev sont des éléments de la désintégration de produits qui sont beaucoup plus lourds. Ça ne s'est pas trop passé sur Terre, hein. En fait, je veux dire par là que pour arriver à faire des terres rares, c'est supernovas qui font ça. Nous sommes tous liés au cosmos et également, comme je disais, au corps, à l'âme et à l'esprit. Et on verra ça tout à l'heure quand je vous expliquerai les relations entre les métaux alchimiques, les planètes alchimiques et comment on peut faire. Donc, aujourd'hui, les triades énergétiques, on va parler, composition chimique des pierres précieuses, les alliages, parce que si on fait des alliages, ben, en fait, on va faire des nouveaux produits, quelques notions de physique et chimie quantique. Mendeleïev était un génie, mais en fait, on a eu au tournant du 19e et 20e siècle quelques génies qui étaient capables d'aller chercher des éléments pas que chimiques, à l'intérieur des publications pour expliquer comment ça pouvait faire. Mendeleïev a été un génie, pourquoi? Parce qu'il devait faire des réussites et il a réussi à faire euh, intuitivement, en fonction des connaissances de l'époque, un tableau qui était incomplet, mais où il avait réussi à déterminer quels étaient les éléments incomplets qui n'existaient pas. Alors, les éléments qui n'existent pas, ils ont été soit refaits par l'homme avec des centrales atomiques ou des anneaux d'accélération de particules, soit par la désintégration d'éléments chimiques beaucoup plus lourds qui ont abouti eh ben, à faire un tableau complet. Donc, on va partir de la gauche vers la droite, et là, vous voyez que les choses sont assez simples. Vous avez le potassium, le sodium et le lithium. C'est simple. Il leur manque un électron. Et ils vont être avides de rencontrer un électron qui sont leurs complémentaires. Un peu comme l'histoire avec Adam et Ève et la côte d'Adam. Ça, c'est assez simple, il manque une côte. Le potassium, on va dire, alors plus c'est bas, plus c'est le corps, plus c'est profond. Le potassium est plus lourd que le sodium et plus lourd que le lithium. Et le potassium, en fait, c'est tout ce qui va traiter des nerfs, qui va traiter du physique, qui va traiter de ce qui a pu rentrer en nous. Le sodium, c'est le métabolisme de l'eau. Et, ah pardon, hop, je vais en arrière, mais c'est pas grave. Et le lithium, en fait, les gens qui sont un petit peu dépressifs, qui ont des soucis de fonctionnement, eh ben, les gens, ils ont besoin de lithium. Le lithium, c'est le médicament du cerveau. Donc, tout simplement, le potassium, c'est le rythme. Le sodium, c'est l'eau. Le lithium, c'est tout ce qui a trait au cerveau. Avec, ben, comme les piles au lithium, vous avez bien compris que si une pile, elle peut être au lithium, c'est que vous êtes aussi des piles au lithium. Et que le cerveau, il fonctionne grâce aussi à ces triades. Mais là, je vous la fais simple, hein. Un jour, peut-être, je ferai plus compliqué. Mais le potassium, le rythme, le sodium, le liquide, le lithium, le cerveau, et bien là, on est déjà sur le corps, l'âme et l'esprit. Maintenant, on est sur les alcalino-terreux. Vous avez le calcium, ben, on a tous un squelette, en fait, nous, enfin les humains. Et donc le calcium, c'est le squelette, c'est ce qui va nous relier à la Terre. Et en fait, quand on va mourir, il va rester à peu près que le calcium. Le magnésium, c'est tout ce qui va transmettre l'énergie électrique, et qui va permettre au cerveau de fonctionner. On a, je l'ai déjà dit dans la conférence précédente, quelques transmutations que si vous ne donnez pas de calcium à quelqu'un ou à un animal, une poule, ou quelque chose qui a besoin de faire du calcium, et ben en fait, il va prendre son magnésium pour faire du calcium. Si vous avez un grand nerveux qui réfléchit trop, son magnésium va se transformer en calcium et ça va s'appeler des calculs rénaux et calculs hépatiques. Et au-dessus, il y a un élément étonnant, c'est le beryllium. Le beryllium, pourtant, il n'est pas rare hein, dans la croûte terrestre, à part que certains voudraient avoir du beryllium uniquement sous forme de gemmes, de pierres précieuses. Et en fait, il faut que le beryllium il soit à la fois pur, mais il faut aussi qu'il ait qu'il ait quelques impuretés. Hein, un petit peu de manganèse pour faire du rose, un petit peu de fer pour faire du jaune, un petit peu de cuivre pour faire du bleu.
Mais le beryllium, et on s'en est rendu compte très tardivement, est un élément très particulier qui va agir, parce que si vous avez une bague à peu près tous ou toutes, il y a de fortes chances que ce soit du beryllium. Et en fait, ce beryllium, il va avoir une action sur l'esprit. Le calcium, c'est le corps, le magnésium, c'est l'âme, et le beryllium, c'est l'esprit. Et on avance doucement sur cette notion de corps, âme, esprit, mais qui va nous faire aboutir en conclusion qu'en fait, on est tous du vide. Et pourquoi? Alors, là, c'est nouveau. Les terres rares ont été découvertes il y a un peu longtemps, hein, vers le 1790, 1800. Et ça a été découvert parce qu'en fait, c'était au milieu de la Terre et il y avait des espèces de minéraux qui étaient des oxydes et qu'on se demandait un peu ce qu'ils faisaient là. Mais en fait, dans notre civilisation moderne, c'est grâce à ces triades, les terres rares, qui vont permettre d'avoir des téléphones portables, d'avoir des ordinateurs, d'avoir des voitures reliées aux satellites. Et donc, ces triades de terres rares avec les lanthanides qui correspondent à tous les éléments qui vont être dessous, vont nous amener vers des choses qui sont pas si rares. Par contre, pour les extraire, c'est quand même un petit peu toxique pour beaucoup de gens aux endroits où ça habite, parce que là où vous avez des terres rares, vous avez aussi la radioactivité. Et il faut 4 ou 5 tonnes de chlorure d'ammonium qu'on va injecter dans un sol pour sortir 100 grammes de terres rares. Et en ce moment, je ne veux pas faire de politique, mais Trump, il est en train de faire deux actions sur le Groenland, parce qu'il y a beaucoup de terres rares, et sur les pays baltes, parce qu'il y a aussi beaucoup de terres rares. Alors là, maintenant, vous avez vu que je passe de gauche à droite, et là, on est sur les halogènes. Les halogènes, elles ont un électron de trop sur leur valence. Donc l'iode le fluor, le brome, vont vraiment chercher à s'accoupler, entre guillemets, avec les alcalinos du début. Et en fait, les réactions vont être évidentes, elles n'ont presque pas besoin d'eau pour arriver à faire ça. Sachant qu'après, on va en parler sur la fin, et ben en fait, pour faire un sel de Schussler, il faut avoir une action d'une base sur un acide, et que en fait, c'est ces halogènes, parce que le brome, HCl, c'est le chlore, HF, c'est l'acide fluorique, et l'acide bromique. Donc en fait, on va avancer tout doucement sur des interactions de plus en plus complexes au niveau des triades, mais qui de toute façon correspondent au corps, à l'âme et à l'esprit. Sur le haut du tableau de Mendeleïev, vous avez CNO. Après, si on l'avait mis dans l'autre sens, comme j'ai dit dernièrement, ça aurait pu faire con. CNO, c'est la base du départ de la triade organique, le carbone, l'azote et l'oxygène. L'oxygène va pouvoir s'allier très facilement avec le carbone, CO2, le gaz carbonique qui nous fait un peu du mal, avec l'azote, c'est un eau qui aussi est pas très très gentil au niveau de tout ce qui se passe dans notre atmosphère. Et euh, ça va être la base, CNO, de tout ce qui est la vie sur la Terre. Parce que si au carbone, à l'azote, à l'oxygène, vous allez rajouter un petit peu de phosphore pour amener de l'énergie et des mémoires, et vous allez rajouter un petit peu d'hydrogène, cet oxygène, elle est très très oxydante, puisque oxygène, ça veut dire oxydé, et elle va s'allier avec H2, l'hydrogène, pour faire de l'eau. Et en fait, il va falloir que en début, dans la classification de Mendeleïev et dans la création des nouveaux composés, il va falloir qu'il y ait une action de l'oxygène sur l'azote, de l'oxygène sur le carbone et de l'oxygène sur l'hydrogène. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais je recommence. Ah, ça marche. Donc en fait, si vous voyez que à cette triade-là, alors après, on va réfléchir. Le carbone, c'est évident que c'est l'acide carbonique, c'est le corps. Euh, L'azote, ben, c'est l'âme, parce qu'en fait, on verra plus tard peut-être, parce que on récupérait de l'azote au niveau alchimique pour pouvoir faire des composés alchimiques à base d'azote, et l'oxygène qui est un hyperoxydant. Dessous,
Ben, vous avez le phosphore qui va s'allier avec tout le monde, parce que tout le monde est avide là. Il y a l'oxygène, le phosphore et le soufre, c'est des avides d'échange. Et l'hydrogène, quand même, qui est le composant dans l'univers, qui est le plus commun. Au-dessous, alors vous voyez là, vous aviez CNPO, le CNO. Dessous, vous avez le silice, vous avez le phosphore et le soufre. Et bien eux, ils sont très très actifs parce que la silice, elle a une valence 4, le phosphore, il a une valence 3 et le soufre, il a une valence 2. Et ça n'empêche pas que là, on est sur quelque chose de très très fort parce que c'est ça qui a pu créer dans le monde la création du monde, de la vie et de tout ce qui peut se passer. Parce que toutes les quartz, tout ce qui est les pierres semi-précieuses, c'est à base de silice. Le phosphore, c'est un explosif. Le soufre, c'est un explosif. Et en fait, si on prend ces trois hyper explosifs et qu'on les mélange avec n'importe quel élément du tableau de Mendeleïev, on va se retrouver bien sûr avec quelque part des bombes, parce que ces bombes, elles vont être hyper réactives, et j'en reviendrai tout à l'heure sur mon sujet, sur les produits à base de soufre, quand même qui a été étonnant dans la formation du monde. La triade alchimique. Oh, excusez-moi, j'ai pas éteint le téléphone, mais c'est pas grave. Hop. Alors, on me voit. Touc. La triade alchimique. Là, vous avez un sulfure. Non, mais les lundis matins, il faudra que je change, j'ai toujours plein de monde. Ça, c'est le sulfure de fer. C'est de la pyrite. C'est très lourd. Et en fait, ça s'appelle l'or des fous. C'est l'or des fous parce que ben, les gens, comme ils croyaient que c'était de l'or et que c'était lourd, ben, en fait, ils devenaient fous en ayant trouvé juste de la pyrite de fer. Alors, c'est une cristallisation en base carrée, ça fait des cubes, et on en trouve un petit peu partout. Alors après, pourquoi je vous parle de la triade alchimique? Parce que à partir de sulfure, là, vous avez de l'or-piment. L'or-piment, c'est un sulfure d'arsenic. Si après je me lèche les doigts, je risque peut-être de mourir ou de me sauver, on ne sait pas sur quel plan on se trouve. C'est un peu le sujet de la conférence. Donc l'or-piment, sulfure d'arsenic. C'est quand même intéressant, c'est beau, c'est lourd, c'est jaune. Le problème, c'est un petit peu comme les métaux, les métaux rares. On n'a jamais uniquement un seul chose. Parce que là, vous voyez au milieu, il y a des cristaux, vous voyez peut-être pas, mais c'est un mélange, et bien sûr, de plusieurs sulfures. Au début de l'humanité, eh ben, en fait, c'était beaucoup plus facile pour les humains, et puis après pour les alchimistes, de travailler sur des produits à base de sulfure, parce que si on change et qu'on enlève le sulfure par trois façons, on peut enlever le soufre par une oxydation, en remplaçant S par SO2, ça s'évapore. Ça, c'est la calcination alchimique du feu. On peut agir doucement par des acides faibles comme les acétates ou les fumarates ou les tartrates, et on va obtenir, grâce à ça, c'est du cinabre. Le cinabre, c'est du sulfure de mercure. C'est la même mine qui est vers Barcelone, en Espagne, qui depuis 3000 ans fournit à peu près tout le mercure d'Europe. Après, quand vous allez plus loin, vous pouvez, hop, j'essaye de faire un qu'on me voit, je sais pas, on ne voit pas. Attends. Ah, c'est là, tchouk, j'ai réussi. Là, au bout du bout, vous avez un petit bout de cinabre, du sulfure de mercure, et ben il s'est constitué au bord du Vésuve à Naples. Et en fait, j'ai acheté ça il y a très longtemps, pour expliquer qu'on pouvait passer d'un sulfure de mercure un peu brut à un sulfure de mercure cinabre très très puissant, parce que c'est ça le but de l'alchimie. Et quand on vous parle d'œuvre rouge, peut-être que tout simplement c'est la création d'un sulfure d'arsenic cinabre pur qui va permettre peut-être d'être la pierre philosophale. Mais nul n'est prophète en son pays, et surtout pas moi, parce que c'est comme dans le quantique. Plus le temps passe, et moi j'y comprends. Ensuite, eh ben vous avez quoi? Vous avez la stibine. Vous voyez ce cristal-là? La stibine, c'est un sulfure d'antimoine. Grâce à l'antimoine, grâce à l'antimoine, qui a été découvert par Basile Valentin. Alors pourquoi antimoine? Parce qu'en fait,
comme il extrayait ça, il a fait d'abord manger ça à des cochons, ils sont tous morts. Après, il a fait manger ça à ses frères du couvent. C'est un bénédictin. Et ils sont tous morts. Et en fait, ça s'appelait antimoine parce que ça avait tué tous les moines. Mais grâce à ça, et en mélangeant, et on parle des alliages plus tard, en mélangeant l'antimoine et le plomb, on a durci le plomb. Et c'est grâce à ça que l'imprimerie a pu aboutir avec Gutenberg. Le sulfure d'antimoine, bien sûr, il faut enlever le sulfure. Mais là, dans la main, c'est une baguette magique et qui était utilisée. La baguette magique, elle pouvait être en coudrier, c'était du bois, mais quand même, il ne faut pas oublier que depuis le début de l'humanité, les pierres ont beaucoup influencé les humains et le pectoral du grand prêtre hébreu est quand même là pour nous l'expliquer avec la cornaline et avec toutes les pierres qui sont intéressantes, hein, relisez la Bible. On avance. Cuivre, or, argent. Donc là, on va anticiper un peu sur la suite de la conférence. Le cuivre, c'est le métal de Vénus, l'argent, c'est la Lune, et l'or, c'est le cœur, et c'est le lion. Et cuivre, or, argent, en fait, vous avez une triade qui est tout à fait, mais vraiment très, très, très intéressante, parce qu'elle est à l'envers. Et là, on commence à faire un retournement, comme on pourrait dire au niveau ontologique. Le cuivre, c'est le corps, l'argent, c'est l'âme, et l'or, c'est l'esprit. On le verra tout à l'heure. Mais c'est très intéressant parce qu'à partir d'un certain degré de réflexion, d'évolution, et quand on passe de la métaphysique, enfin de la physique à la métaphysique et de la métaphysique au spirituel, à un moment, il y a une inversion dans les paradigmes et dans les puissances et dans ce qu'on pourrait dire quelles sont les priorités. On est aux transmutations. Alors, les transmutations sont possibles, c'est assez possible et c'est faisable. Et il faut beaucoup d'énergie. Alors après, est-ce que c'est une énergie psychique, spirituelle, corporelle, atomiste? On peut transformer du plomb en argent et de l'argent en or. Parce qu'on est sur la même couche du tableau de Mendeleïev et il suffit d'enlever quelques protons, quelques électrons, quelques neutrons et on peut assez facilement passer du plomb à l'argent et à l'or. Alors sincèrement, perso, je ne suis pas arrivé. Puis je pense que c'est beaucoup plus métaphysique et beaucoup plus spirituel différent. Le plomb, c'est tout ce qui nous alourdit. Le mercure, c'est tout ce qui permet de s'évaporer. Et l'or, peut-être de se corporaliser dans d'autres plans. Il y a eu quelques résultats rares de gens qui ont réussi à transformer. Bon, il y en a beaucoup, on appelait ça les souffleurs à l'époque de Prague. Ben, comme en fait ils avaient promis à leur seigneur et maître de leur amener beaucoup d'or avec du plomb, ben, ils ont fini un petit peu brûlés ou décapités ou pas bien bon, quoi. Alors là, on est sur quelque chose de très très intéressant parce que là vous avez l'hélium, là vous avez l'hydrogène, l'hélium et là vous avez le fer. Il faut savoir que des molécules d'hélium dans l'espace intersidéral vont se transformer en fer. Et quand je dis espace intersidéral, je ne parle pas pour rien. Sidéros en grec veut dire le fer. Et il se trouve qu'au départ, les hommes préhistoriques, et puis même l'époque historique, le seul fer qu'on pouvait ramasser, parce qu'on ne connaissait pas les mines et le sulfure de fer, la pyrite, et ben en fait c'était du fer qui tombait du ciel. Donc sidéros, ça veut dire être sidéré. Et si vous manquez de fer dans votre corps, on va dire que vous êtes en hyposidérophilie. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'hélium est capable, mais au niveau cosmique, de se transformer en fer et magnésium. Et une partie, mais sans passer par les supernovas, les novas, etc., une partie de l'hélium existant je le redis, l'hélium est l'élément chimique le plus commun dans le cosmos, à se transformer en fer et magnésium, mais pas tout à fait le même fer et le magnésium qu'on connaît. C'est des fers qui sont, et du magnésium qui est légèrement dévié parce qu'il contient le même nombre d'électrons, mais pas le même nombre de protons. Bon, ça c'est un petit peu technique, j'en conviens. Là, on est sur la fission. Alors,
il y a deux façons de faire de l'énergie. Soit vous faites de la fusion, vous partez de l'hydrogène qui fait de l'hélium, qui va faire d'autres choses et vous libérez énormément d'énergie. Soit vous allez faire à partir d'éléments très lourds. Vous voyez, on est en bas du tableau de Mendeleïev, l'uranium, le neptunium, le plutonium. En fait, ils vont s'intermélanger, mais tout ça est énormément radioactif parce que dès qu'ils commencent à être avec une masse critique, ils vont fusionner, exploser et libérer une énergie. Ça, c'est nos centrales atomiques. Et vous voyez, ils sont tous côte à côte là. Mais pourquoi? Ils sont très lourds. Ils sont très très lourds. Et au bout d'un moment, quand ils sont très lourds, il y a une masse critique. Et ben c'est comme un bateau. Hein. S'il y a un petit peu trop de charge, ben, il coule. Et ben là, c'est pas qu'il coule, il explose. Et on va vers d'autres niveaux de formation parce que l'uranium, le neptunium et le plutonium vont fabriquer d'autres éléments radioactifs qui ne sont pas conçus et qui ont été imaginés par Mendeleïev, mais qui n'existent pas dans la nature elle-même. Là, c'est une petite digression parce que ça me plaît. Ça me plaît pourquoi? Parce que la matière vivante, elle n'est faite que de colloïdes. Et les trois éléments qui sont colloïdales d'une façon spontanée, vous avez le carbone, l'iode et le silicium. Donc, c'est un de mes dadas. Je fabrique les colloïdes depuis 30 ou 40 ans. J'ai commencé par un colloïde de calcium, de carbone, après de magnésium. Et si vous mettez une solution d'iode dans de l'eau, elle va faire un colloïde. Et le silicium, quand il est suffisamment, comment dire, dynamisé, dilué, et qu'il est plus sous forme oxydée de SiO2, va également faire un colloïde. Et les colloïdes, c'est un peu comme tout à l'heure quand j'ai parlé de CNO, le carbone, l'azote et l'oxygène. Si vous avez des colloïdes, du carbone, de l'azote et de l'oxygène, si un petit éclair qui tombe dans ce mélange-là, vous allez peut-être pouvoir un jour fabriquer des ARN qui peut-être un jour feront fabriquer des ARN. Les avides échangés, j'en ai parlé tout à l'heure, et vous voyez, ils sont sur la même case. Il y a le soufre, le phosphore et le silicium. C'est des avides, et eux, ils pensent qu'à l'échangisme. Ils veulent se multiplier avec tout le monde, et quand vous avez des minéraux à tous les niveaux, très très souvent, au niveau minéral, vous avez du soufre, on l'a vu avec la triade alchimique, du silicium, on l'a vu avec tous les quartz, et du phosphore, on l'a vu avec tous les éléments qui sont des éléments organiques. Après, vous avez Ménétrier aussi, c'est un génie qui a fait, justement, qui devait connaître le tableau de Mendeleïev et qui a fait deux triades, le fer, le nickel et le cobalt. Vous comprendrez que là c'est pareil, c'est un peu de gauche à droite parce que même le fer c'est quand même sidéros, c'est physique, le nickel ça va agir sur la peau et le cobalt ça va agir sur tous les globules blancs et tous les systèmes qui va être un système lymphatique. Donc Ménétrier il a fait deux triades, fer, nickel, cobalt et cuivre, or, argent parce qu'en fait dans les deux cas, le cuivre, argent on l'a déjà on en a parlé tout à l'heure. Après, vous avez les triades radioactives très très puissantes qui sont le polonium, le radium et le radon et qui font que c'est ça qui va sortir de terre et qui va vous polluer un petit peu si vous êtes sur une maison qui a du terrain granitique. Le radon, et c'est prouvé, va faire que le pourcentage de cancer d'une population qui est sur un terrain granitique va être supérieur au pourcentage d'une population qui est sur un terrain calcaire. Les sublimables, ah ça c'est sublime. J'adore les mots en fait. Alors l'iode, vous avez remarqué tout à l'heure, et il faisait partie aussi des colloïdes. Mais si vous mettez des cristaux d'iode avec du vide, ça va faire du gaz. Si vous mettez du liquide de mercure et que vous mettez avec du vide, ça va faire un gaz de mercure. Et si vous mettez de la stibine c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, le sulfure, le sulfure d'antimoine, en fait, on peut le faire vaporiser. Sublimable, ça veut dire vaporiser. Et vous connaissez peut-être le mot alcool. Alcool, c'est un mot qui vient de l'arabe. Et à l'époque, il prenait de la stibine, il la faisait sublimer,
Et par distillation, ils obtenaient le col. Et comme c'était une sublimation et une distillation d'un minéral, et que en transposant ça, ils ont pu faire de l'alcool, ils ont appelé ça le col. Et donc, du coup, le mot alcool vient du col, qui était, mesdames, un produit pour vous faire beaucoup plus belle ou approfondir le regard, ou faire, je ne sais pas, dans un processus de séduction li- qui est lié au fait que vous êtes sublime, quelque chose d'intéressant. C'est de l'humour, ça. Alors, ce qui est étonnant, c'est bien sûr le mercure, le bore et le beryllium. Le bore, il est un peu perdu. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'il fout là-haut. Et pourtant, dans le Gange, le Gange, donc le fleuve Gange, à Bénarès, on jette des vaches mortes, des gens qui sont morts, on se baigne, tout ce monde des vivants et des morts s'interpénètre. Et ce qui fait que personne ou peu tombe malade de se baigner dans le Gange à Bénarès, c'est parce qu'il contient la plus grosse concentration de bore qui existe au monde. Donc, vous faites un bain de bore et je ne ferai pas de jeu de mots sur le bord. Ça va vous permettre de passer du vivant au mort, du mort au vivant, et puis de spiritualiser avec des centaines de bûchers qui brûlent tout le long de la berge. Et ça, c'est ce bord, mais qui est intéressant parce que peut utiliser. Mais le bord est intéressant parce que si vous rajoutez au niveau des alliages du bord, l'acide borique, avec de l'or et du plomb, vous allez avoir une température de fusion qui va baisser de 600 degrés. C'est-à-dire qu'à la place de faire fusionner, liquéfier de l'or, eh ben, vous allez baisser la température. Ce qui a été peut-être une façon dans des orfèvres de 2000 ans avant Jésus-Christ, alors qu'ils n'arrivaient pas à atteindre ces températures, en ajoutant du bore et de l'or, à avoir les jolies médailles, les drachmes et tout l'or qu'on a pu avoir. Le mercure, c'est tout à fait étonnant parce que c'est un métal qui est liquide. C'est rare. Et le beryllium, c'est tout à fait intéressant parce qu'il est peu connu. Et c'est grâce à lui qu'il y a toutes les gemmes. Et que si on met du beryllium mélangé à du silicium, eh ben vous avez inventé la fibre optique. Et ça dépasse la vitesse de la lumière. Donc dans une fibre optique, on dépasse la vitesse de la lumière. Alors que le silicium, il doit bloquer. Et le mélange des deux fait que la fibre optique, elle vous amène peut-être beaucoup de bêtises dans votre maison, mais bon, on peut des fois prendre le temps. Allumer un bon feu, c'est pas mal. Alors, les éléments qui s'enflamment spontanément, en fait, il y a des éléments que si vous les mettez à l'air, ben, ils s'enflamment. Mais c'est des éléments qui sont avides d'oxygène, parce que pour s'enflammer, on a besoin d'oxygène. Dernière partie de l'intervention dans la conclusion, il faut absolument que je vous parle des relations entre les métaux, le corps, l'âme et l'esprit, puisque c'était le projet de mes conférences. Là, vous voyez le soleil. Le soleil avec un point, c'est l'esprit. Un point, alors, des fois à l'école, hein, quand vous aviez un zéro pointé, c'était pas bien beau. Hein. Mais ça existe. Donc ça, c'est de l'or. Et en fait, l'or, c'est ce qui est considéré comme l'esprit. La lune. En face du soleil, il y a la lune. La lune, c'est l'argent. Mais c'est aussi l'âme. Il y a des, comment dire, je sais pas comment on peut dire. Il y a Lilith. Lilith, c'est la face cachée de la lune. Il y a aussi les Pink Floyd, hein, The Dark Side of the Moon. Ouais. Mais il semblerait, et ça a été dit, que les âmes des morts vont de l'autre côté de la lune. C'est pour ça que la lune est attachée à l'âme. Parce qu'en fait, les âmes, c'est ce qui reste après la mort. Donc la lune, l'argent, c'est The Dark Side of the Moon. Le mercure. Alors là, le mercure, c'est un des trucs, on l'a vu tout à l'heure, on en a parlé 4 fois aujourd'hui. Vous avez le rond, c'est l'esprit. Le petit truc dessus, c'est la lune. Et la croix dessous, c'est la terre, c'est le corps. Le mercure, Hermès, c'était un bandit. Hein. C'était le roi des voleurs, le roi des menteurs, et le roi des marchands, et le roi des boussoles. Et puis c'était le messager des dieux. On peut s'imaginer un peu le rôle qu'il avait, le mercure. Mais pourquoi il avait ce rôle? Parce qu'il était capable d'avoir un esprit sur une terre et une âme dessus.
Ça a peut-être été un des dieux les plus évolués qu'on a connus. Faut pas tout m'écouter au premier degré. Vénus. Vous voyez, Vénus, en fait, elle a un esprit sur un corps. Merci, mesdames. C'est grâce à ça qu'on fait des enfants. Parce que quand même, ça pense plus que... Ouais. Et c'est une possibilité de séduction. Et c'est le cuivre qui tombe ici. Après, Jupiter. Est-ce que vous voyez que Jupiter, c'est une croix avec une lune? Donc Jupiter, il a une âme sur un corps. Et c'est l'éteint. Une âme sur un corps, c'est sûr que ça va pouvoir t'éteindre. Mais c'est quand même aussi Jupiter, le dieu de l'abondance. Il transforme les idées en métaux, en argent, et c'est une planète qui est hyper intéressante parce que mettre une âme sur un corps, c'est quand même pas mal. Saturne, ben, le pauvre. Il a mis un corps sur une âme. Ben, c'est pour ça, c'est Dieu des morts. Ben, il tue. Saturne, c'est la grande faux. C'est le plomb. Le plomb, ça plombe. À l'époque, les cercueils étaient fermés avec du plomb, enfin pour les riches, hein. Et puis Saturne, ben en fait, c'est quand même lui qui a. C'était Chronos, hein, c'était le temps, Saturne. Et donc, ce corps, cette terre sur une âme, la mythologie nous apporte énormément. Et je pense que plus on avance dans les connaissances, plus on a du savoir et moins de connaissances. Et les anciens avaient peut-être plus de connaissances que nous de notre savoir. Là, vous avez la planète Mars. Ben, Mars, c'est martien, c'est le fer. C'est le fer. Et ben là, vous voyez quand même que, sans jeu de mots pour les hommes, ben, il faut le faire. On a un esprit des fois un peu au-dessous, et puis quand même on a le côté, alors là c'est une flèche, mais en fait c'est la Terre. Donc on a la Terre sur l'esprit, à l'inverse de Vénus, qui a l'esprit sur le corps. C'est pour ça qu'on se rencontre. Et la Terre, c'est l'antimoine. Alors c'est très tardif, hein, la Terre. Dans tout ce qu'on peut regarder, Saint-Bruno, par exemple, c'était une croix sur un cercle. La croix, elle était au-dessus. C'est l'antimoine, c'est assez tardif. Mais la balle d'antimoine était connue comme une panacée universelle pour beaucoup de choses. Et donc, ben, je vous refais voir mon super cristal. Là. Hop, il est là. Tac. D'antimoine, de sulfure d'antimoine, et qui peut-être est vraiment le métal des alchimistes, parce que quelque part, c'est l'incarnation qui est intéressante. En fait, on est entre deux moments. Le moment où on est en train de naître, naître N négatif avec être positif, je suis quelque chose, je suis, tu es, il est, nous sommes, jusqu'au moment où on va mourir, c'est Thanatos. Thanatos, c'est la mort. Et en fait, entre les deux, il se passe quelque chose. Les pierres à béryl, c'est très très intéressant parce qu'en fait, c'est des cyclosilicates. En fait, c'est sur la base silice dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et en fonction des impuretés, sur le béryl, vous allez avoir des couleurs très très différentes. Et je pense à l'aigle marine, je pense à toutes ces pierres semi-précieuses, mais qui font partie, même si vous avez dans ce cas-là du beryllium, il y en a du beryllium, et de la silice, c'est les traces, c'est les impuretés qui vont faire que vous allez aller vers une pierre très très lumineuse et qui va être lumineuse grâce aux impuretés par le mélange de beryllium et de silicium. Et en fait, c'est un petit peu comme pour les gens, souvent on aime les gens pour leurs défauts. Et la beauté plastique n'existe pas, sauf s'il y a un petit grain de beauté sur la joue gauche. Dans les béryls, ben, vous avez l'aigle marine, l'émeraude, la morganite et toutes les l'héliodore, etc., qui sont un mélange de silicate de, et de beryllium. On a vu tout à l'heure que le beryllium était intéressant. Le corindon, c'est différent. Pourquoi? En fait, il y a toujours de la silice. Dans tous les corindons, il y a toujours de la silice. Toutefois, il faut savoir que ce qu'il y a le plus sur la Terre, c'est l'aluminium.
Et on a passé notre vie, nous les humains et les mammifères, à extraire l'aluminium de notre corps pour avoir le moins possible d'aluminium. Vous savez que si vous faites des papillotes de poisson avec du citron, et ben en fait, le citron, ou alors certains, ça se fait moins, des déodorants à base d'aluminium ou de sulfate d'alumine ou de sels normaux, mais l'aluminium avec l'acidité il rentre dans le cerveau et ça serait une des causes de déconnexion, d'Alzheimer et de Parkinson par l'accumulation d'aluminium dans le cerveau qui ne supporte pas comment dire, tout ce qui est énergétique et électrique qui va se passer dans le cerveau à cause des connexions de l'aluminium qui vont se faire. Donc dans les corindons, et ben en fait, on a le rubis, le saphir et toutes les pierres qui vont être très, très recherchées. Mais elles sont recherchées parce que vous avez des rubis, ça coûte rien, hein. Des kilos de rubis en minéraux pour faire des montres, ça coûte rien du tout. Euh, mais par contre, dès qu'il commence à y avoir une cristallisation avec quelques impuretés, vous pouvez atteindre sur certains produits des milliers d'euros sur quelques carats. Alors les pierres à quartz, ça c'est un peu différent. Ça aboutit parce que c'était moins chaud, c'était moins profond. Et en fait, on se trouve sur le groupe des silicates et des tectosilicates, des dioxydes de silicium. Et là, vous avez surtout tous les quartz, les améthystes. Et là aussi, qui vont avoir des couleurs différentes selon l'élément perturbateur qui va créer une couleur. Mais c'est même pas des pierres, semi-précieuses. On est sur, des pierres, qui sont énergétiquement très puissantes parce qu'il faut pas oublier que tout ce qui est silice, tout ce qui est quartz vont être des pierres qui sont programmables. Donc si vous voulez du bien à quelqu'un, vous lui offrez une cornaline si, elle est un peu froide, hein, une chrysoprase si elle est trop intellectuelle, une améthyste si elle est trop spirituelle, une amétrine si elle confond son corps et son esprit, parce que l'amétrine, c'est un mélange d'améthyste et de citrine. Il y a moyen de faire avec le quartz. Attention quand même. Moi, il y a très longtemps, je pendulais avec des pierres à quartz, je fais plus parce que ça fait sauter la tête. Les alliages. Alors, c'est intéressant parce que toute l'humanité, elle est faite avec des alliages. Les reins, avec les reins, on fait des cloches. Le serpent des reins de Moïse. Euh, 78% de cuivre, 22% d'étain. Les mines d'étain étaient, à l'époque historique, en Angleterre. En Angleterre. Et il y avait toute une, comment dire, des caravanes qui partaient chercher l'étain en Armorique pour le ramener par la Via de la Plata en Espagne jusqu'au port de Cadiz pour le ramener après en Égypte pour pouvoir faire des cloches. Et en fait, c'était quand même des choses qui étaient intéressantes au niveau de la réflexion. Le bronze, c'est du cuivre et de l'étain. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, le cuivre, c'est un peu dur à faire chauffer. Si on rajoute de l'étain, c'est un peu comme l'antimoine tout à l'heure ou comme le bore tout à l'heure, ça permet de diminuer les températures de fusion. Par contre, le bronze, pour faire des armes, c'est bien, mais pas trop. Pour faire des boucliers, ça peut. Pour faire des jambières, ça peut. Mais c'est un métal quand même qui s'émousse assez facilement. Et les civilisations du fer ont remplacé les civilisations du bronze. Alors le laiton, c'est du cuivre et du zinc. Alors là, le laiton, c'était vachement facile parce que pour faire des bijoux, la température de fusion, elle est très très basse. Le zinc, il est assez courant. Et en fait, on faisait du laiton avec du cuivre et du zinc. Tout ça, c'est très très intéressant. Après, pour faire mieux que mieux, hein, on prenait de l'électron, de l'or et de l'argent. C'est pareil, l'argent faisait baisser la température de fusion de l'or, qui est élevée, et qui permettait de faire des choses en électron, sachant que l'électron, c'est imputrescible. On trouve des monnaies qui ont 3000 ans, et elles sont en électrum, et les Égyptiens étaient tout à fait capables de faire ça. Je vais revenir un peu en arrière. Je suis désolé de la longueur de l'entretien d'aujourd'hui. Sur le corps, l'âme et l'esprit. Ça, c'est le corps. Hop, il est là, le corps.
Ça, c'est un petit livre qui date de 1995, mais ça n'a pas trop bougé, hein, parce que la chimie minérale n'a pas beaucoup bougé. Et dans ce petit livre écrit en anglais, j'ai toute la composition chimique de toutes les roches du monde. Donc ça, c'est le corps. Ben, je m'occupe. Ah, après, l'esprit, l'âme, c'est plus compliqué, parce que l'âme, on peut la prendre à 2 degrés, l'âme. On peut prendre l'âme au niveau de la métaphysique, on peut prendre l'âme au niveau de... Attends, il est où mon autre livre Alors, il y a la métaphysique, et on peut prendre l'âme aussi au niveau beaucoup plus spirituel, mais qui va nous amener à l'esprit à des choses beaucoup plus compliquées. Et après, vous verrez, si vous cherchez un peu partout, que vous allez trouver au niveau de l'Antiquité et au niveau de tout ce qui est symbole et de tout ce qui est de l'ancien temps, des choses dans l'Hermès Trismégiste qui vont dire, et ça va être la chute tout à l'heure de ce que je vais dire, qui vont être, depuis la nuit des temps, on dit tous la même chose. Les Grecs disaient Antoupan, un pour tout. Après, Hermès Trismégiste, c'est écrit dedans, hein. C'est une traduction de Ménard, mais qui a été aussi une traduction de Fixin du XVe siècle, parce que Médicis, il avait acheté des documents qui étaient super intéressants. Et là, on est sur une transition entre la métaphysique, et après, on va voir aussi qu'à mesure... Métaphysique, ça veut dire quoi? Métaphysique, ça veut dire que Aristote, il a écrit plein de cahiers, et en fait, il y a un de ses disciples, 200 ou 300 ans après, qui a séparé les cahiers de physique, c'est-à-dire qui étaient liés uniquement à la physique, à nos 5 sens, et de la métaphysique, tout ce qui dépassait la physique. Maintenant, la métaphysique, elle fout le camp. Pourquoi? Parce qu'on avait nos 5 sens, mais maintenant, on a des microscopes, on a des télescopes, on a des spectroscopes, on a plein de choses qui permettent d'avoir une réalité augmentée de l'être humain, et ce qui permet de dire que la métaphysique fout le camp. Elle fout le camp à 2 niveaux. Soit parce qu'elle se transforme en théosophie, théologie, et c'est Dieu qui prend le dessus sur la métaphysique, soit c'est la science qui, en expliquant les choses grâce au quantique, remplace la métaphysique par un petit moment d'éternité, mais qui existe quand même, parce qu'en fait, il y aura toujours, et j'espère, ce qu'on ne comprendra pas tout le temps. Je vous invite à lire des livres, parce que, voilà, Genèse, ça c'est dans la Bible, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, qu'elle sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. En fait, si on écrit ça en hébreu, il sépare le ma du mi. L'eau du haut, c'est le ma. L'eau du bas, c'est le ma, c'est la matière. L'eau du haut, c'est le mi, c'est le mystère. C'est tout ce qu'on ne comprendra jamais. Parce qu'en fait, entre le ma, qui est la matière, et c'est ce que j'ai voulu expliquer dans ces conférences, que nous, on croit qu'on est sur Terre et que cette table, elle est très dure. En fait, on est rempli de vide. On est rempli de vide. Et le ma, c'est la matière, donc c'est toute la partie du tableau de Mendeleïev que j'ai essayé d'expliquer. Et le mi, c'est sur ce où on devrait tendre, peut-être, pour y arriver un soir, un matin, le second jour. Pour conclure, tableau de Mendeleïev, vous avez la première chose, c'est l'hydrogène 1. Vous avez 118 éléments. 1 plus 1 plus 8, ça fait 10. On passe du 1 au 10, mais en fait, on reste sur le 1. Et quand on dit antoupan en grec, ça veut dire je vais du 1 au tout. En fait, le 1 et le tout, c'est la même chose. Et nous, nous naviguons dans des choses qu'on croit réelles et qui ne sont que du vide. Merci de votre attention.